Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons vu le service Azure Storage Account et je vous avais dit que c'était un service composé de 4 types de comptes de stockage, de 4 API. Azure Blob Storage, Azure Table Storage, Azure Queue Storage et Azure Files. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Azure Blob Storage. Nous verrons les autres API dans de futures vidéos. Azure Blob Storage, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, Azure Blob Storage est un compte de stockage d'objets. Il permet de stocker tout type de format de fichiers, des formats texte, des formats binaires ou des formats beaucoup plus connus dans le monde du big data, comme le Parquet ou l'Avro par exemple. Quels avantages vous avez à utiliser Azure Blob Storage? C'est un stockage à faible coût. C'est le stockage le moins cher que vous trouverez sur Azure. C'est un stockage sécurisé. Vos données sont par défaut chiffrées par Azure. Vous pouvez aussi contrôler l'accès avec Azure Active Directory ou les Azure Airbag. On y reviendra un peu plus tard sur la chaîne. Azure Blob Storage est scalable. Par défaut, vous pouvez stocker jusqu'à 5 pétaoctets de données dans un seul compte de stockage. Vous avez la possibilité de demander une augmentation de cette capacité à Microsoft. Vous allez pouvoir charger et consulter les données avec des débits très élevés, plusieurs gigabits par seconde. Vous avez aussi des fonctionnalités de haute disponibilité et de reprise d'activité après désastre, notamment à l'aide de la réplication qu'on a vue dans la précédente vidéo. Alors, quand est-ce que vous devez penser à utiliser Azure Blob Storage? Vous pouvez utiliser Azure Blob Storage pour tout ce qui est images, audio, vidéo ou fichiers de log. Ou si vous créez un site web sur lequel vous allez diffuser du contenu, c'est-à-dire des images ou de la vidéo, vous pouvez les stocker dans Azure Blob Storage et ensuite y connecter votre site web. Vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce qui est backup, sauvegarde et archivage. Et enfin, vous pouvez l'utiliser pour faire de l'analytique. Par exemple, pour la création de Data Lake. Maintenant, on va voir une démo sur le portail Azure. Ici, on est sur le portail Azure. J'ai déjà un groupe de ressources créé pour les besoins de cette vidéo. Donc, on va pouvoir cliquer ici et créer une nouvelle ressource. Ici, on va utiliser Storage Account. Dans la précédente vidéo, on a vu pas à pas comment créer un compte de stockage. Donc, je vais passer assez rapidement sur la plupart des options ici. On va par contre s'arrêter un moment sur l'option Blob Storage. Ici, il y a ce qu'on appelle les access tiers. Et on a 3 options: Hot, Cool et Archive. Ici, vous ne voyez pas l'option Archive car on ne peut pas l'utiliser par défaut lors de la création du compte de stockage. Par contre, une fois votre compte de stockage créé, que vous y avez chargé des fichiers, vous pouvez aller sur un fichier en particulier et le mettre en archive. Le premier niveau, le niveau chaud ou hot, est optimisé pour le stockage des données qui sont fréquemment consultées ou modifiées. On a ensuite le niveau froid ou cool, qui est à utiliser pour le stockage de données rarement consultées ou modifiées. Et le dernier niveau, c'est le niveau archive, qui est à utiliser, comme son nom l'indique, pour de l'archivage et des sauvegardes à long terme. Un fichier dans le niveau archive ne peut pas être lu ou modifié en l'état. Pour le lire ou le modifier, il faudra d'abord le faire passer dans un niveau chaud ou froid. Ici, on va garder l'option Hot. On va s'arrêter ici sur l'option Recovery. En fait, Azure vous permet de définir une période de rétention pour les fichiers supprimés. C'est-à-dire que si vous supprimez des fichiers dans Blob Storage ou dans Azure Files, vous pouvez définir une période durant laquelle Azure va les conserver quelque part dans une sorte de corbeille, de sorte que vous puissiez les restaurer en cas de besoin. Par défaut, vous avez 7 jours, mais vous pouvez mettre entre 1 et 365 jours. Ici, pour les besoins de cette vidéo, on va garder 7 jours, c'est très bien comme ça.
Voilà, notre compte de stockage est maintenant créé. On va pouvoir cliquer ici et voir à quoi ça ressemble. Comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, quand vous créez un compte de stockage, vous avez 4 API. On a ici Azure Blob Storage, Azure Files, Azure Queue Storage et Azure Table Storage. Pour l'heure, on va s'intéresser à Azure Blob Storage. Une fois dans Blob Storage, vous allez pouvoir créer des conteneurs. En fait, Azure Blob Storage est organisé comme suit. Vous avez ici à la racine votre compte de stockage. Et à l'intérieur, vous avez des conteneurs. Un conteneur fonctionne comme un répertoire. Et dans un répertoire, donc dans un conteneur, vous allez trouver vos fichiers. Et vous noterez que dans Azure Blob Storage, un fichier est appelé un blob. Il y a ici un conteneur qui est déjà créé par défaut. En fait, c'est un conteneur qui va stocker les logs de votre compte de stockage. Ici, nous, on va créer un nouveau conteneur que je vais appeler data. Alors, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Une fois à l'intérieur, on va pouvoir y charger des fichiers. Et vous avez différents outils pour charger des fichiers dans Azure Blob Storage. On peut charger des fichiers dans Blob Storage depuis le portail Azure. Vous avez aussi des outils dédiés comme Azure Storage Explorer ou AZCopy. Vous allez aussi pouvoir utiliser des lignes de commande avec Azure PowerShell ou Azure CLI. Vous avez aussi des API REST ou des librairies clientes dans différents langages de programmation. Et enfin, on a bien sûr Azure Data Factory, qui est un ETL disponible sur Azure. Ici, on va charger un fichier que j'ai sur mon poste de travail depuis le portail Azure. C'est un fichier MP4, donc de la vidéo. Voilà, vous voyez comment vous pouvez charger facilement des données dans Azure Blob Storage. On va charger un deuxième fichier, mais cette fois en utilisant une application C#.NET Core. Pour ça, je dois vous présenter les Access Keys et les SAS. Si vous cliquez ici sur Access Keys, vous atterrissez sur cette page. Vous avez 2 clés et 2 chaînes de connexion. Si vous cliquez ici, vous pouvez les voir. Ce sont les informations que vos applications, par exemple ici en C#, vont utiliser pour s'authentifier au compte de stockage. Vous avez 2 clés et 2 chaînes de connexion associées. Vous voyez, vous pouvez régénérer une clé et ça mettra automatiquement à jour la chaîne de connexion. Microsoft recommande de les renouveler de temps en temps. En fait, il y a 2 clés pour que vous puissiez faire une rotation, pour que vous puissiez en renouveler une pendant que l'autre est en cours d'utilisation dans vos applications. Le problème avec les clés d'accès ou Access Keys, c'est que ça donne accès à tout votre compte de stockage, à toutes vos données, que ce soit dans Blob Storage, Queue Storage, Table Storage ou Azure Files. Les Access Keys ne permettent pas de gérer finement la sécurité. C'est pourquoi ici, juste en bas, vous avez les Shared Access Signatures ou signatures d'accès partagées. Ici, vous allez pouvoir gérer finement la sécurité. Vous pouvez décider de donner accès à un service en particulier. Vous pouvez même descendre au niveau du conteneur. Vous pouvez donner des accès en lecture, en écriture, etc. Vous pouvez même définir une date d'expiration pour la clé que vous allez générer. Je ne vais pas m'étendre dessus, je vous mettrai un lien vers la documentation Microsoft. Ici, dans notre application C#, je vais utiliser la clé d'accès. Je vais de toute façon supprimer le compte de stockage après l'enregistrement de la vidéo. Je vais copier ici l'une des 2 chaînes de connexion que nous allons pouvoir utiliser dans notre application C#. Et ici, je vais devoir mettre la chaîne de connexion. Dans la vraie vie, il faut éviter de stocker des identifiants en dur comme ça dans le code. On verra un peu plus tard sur la chaîne comment utiliser des informations sensibles, donc des identifiants comme ici, dans vos applications sans les stocker dans le code. Ensuite, ici, on a le conteneur data que j'ai créé précédemment.
On va charger un fichier Excel qui est en local dans un répertoire qui s'appelle Data. Vous pouvez le voir ici. C'est vraiment une application très simple. Ensuite, dans Windows Terminal, je vais compiler l'application avec un .NET Build. Ensuite, on va pouvoir l'exécuter avec un .NET Run. Et si tout s'est bien passé, on devrait retrouver ici notre fichier Excel. Voilà, vous avez le fichier Excel ici qu'on vient de charger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous pour faire découvrir mon travail. Cette chaîne débute et votre soutien est très important pour moi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.